Le rêve français. Quand j'étais en Californie, j'avais pris un cours d'histoire de l'art et on avait étudié un artiste qui voulait construire une clôture dans la campagne californienne. Une clôture de près de 40 km de long, de plus de 5 mètres de haut, en nylon blanc. Le projet s'appelait Running Fences et l'artiste c'était Christo, il avait d'ailleurs une origine française. Et il lui avait fallu plusieurs années pour réaliser ce projet. Il a fallu trouver les financements. Il a fallu obtenir les autorisations des propriétaires de terrain, des mairies, il a fallu obtenir l'autorisation des comtés, de l'État. Et on le voyait dans le documentaire, à un moment, il était dans un conseil municipal. Alors bien sûr, il y avait plein de gens qui étaient contre, il y en avait qui disaient « mais une clôture, c'est pas de l'art, moi aussi je peux faire une clôture ». Et puis il y a quelqu'un à un moment qui lui demande « mais justement, pourquoi c'est de l'art de faire une clôture ?» Et il expliquait qu'en fait, la difficulté de faire la clôture, ce n'était pas une difficulté technique. L'art de faire la clôture, ça consistait à rassembler tout le monde. Et il montrait donc justement, regardez tous ces gens dans le conseil municipal qui sont là en train d'en débattre, en train d'en discuter, en train d'en décider. Et il avait compris que finalement, la politique, c'est un art. La politique, c'est un art, et nous, en France, on a des gens très intelligents qui étudient la science politique, alors que la politique, c'est un art. C'est un peu comme demander à quelqu'un qui a étudié la peinture de Leonardo de Vinci, qui en a fait un doctorat, qui est capable d'en comprendre toutes les subtilités, de vous peindre un tableau comme Leonardo de Vinci. Ou demander à quelqu'un qui sait jouer du Mozart de composer du Mozart. Ou alors c'est comme demander à des gens qui ont les plus grandes expériences, la plus grande compétence en économie, de créer une politique économique qui puisse enrayer le déclin. Ça fait maintenant plus de 30 ans, depuis les années 80, que le monde a changé, qu'on s'est entraîné dans un déclin et qu'on a les gens les plus compétents, les plus intelligents, les plus éduqués, et pour autant le déclin persiste. Petit à petit en France, s'est installée une kakistocratie. Alors une kakistocratie, par l'étymologie, on va comprendre que ça a à voir avec cratie, avec le pouvoir, démocratie, pouvoir au peuple. Alors une kakistocratie, c'est une organisation où c'est les mauvais qui sont au pouvoir. Kakos en grec, ça veut dire mauvais. Une kakistocratie, c'est une organisation où ce sont les mauvais au pouvoir, et je tiens à le préciser tout de suite, par mauvais, je ne veux pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Par mauvais, je veux dire que ce sont des personnes qui ont de mauvais résultats. On n'arrive pas à enrayer le déclin, parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont toutes les compétences pour administrer, mais pas les compétences nécessaires pour sortir la France du déclin. Dans l'offre politique actuelle en France, il y a deux grandes propositions. La première offre politique, c'est ce que j'appelle la rage narcissique. Oui, il y a des problèmes. Et alors du coup, on va dire que les problèmes, c'est la faute des immigrés, c'est les Noirs, c'est les Arabes, c'est les autres, c'est les Chinois, c'est les GAFA, c'est la mondialisation, c'est tout le monde, voilà. C'est tout le monde. Et donc, pour résoudre les problèmes, il faut combattre tout le monde et finalement tout casser. Donc ça, c'est la première partie de l'offre politique en France. La rage narcissique qui se développe parce que justement, on ne règle pas les problèmes. Il y a des gens qui votent extrême droite, parce qu'ils se disent pour l'instant il n'y a rien d'autre qui marche. Et puis il y a des gens qui votent pour l'extrême droite et ce n'est pas les mêmes électeurs. Mais finalement, le projet de la rage narcissique, du défoulement narcissique, ça revient à ça. On n'arrive pas à reconnaître les opportunités du monde moderne et on est en train de vivre le plus grand boom économique mondial, des milliards de gens prospèrent et donc on veut tout casser. Parce qu'on pense que nos meilleurs jours sont derrière nous. Et le projet, ça revient à un dirigisme économique pour essayer de revenir à la France telle qu'elle était dans les années 50, 60 ou 70. Et ce n'était pas top à l'époque non plus. Mais en gros, c'est ça le projet de société de la rage narcissique. On casse tout et on essaie de revenir en arrière plutôt que d'aller en avant. Et l'autre offre politique, c'est l'offre politique du dirigisme narcissique plus conventionnel, probablement plus rationnel, mais qui finalement n'aurait pas non plus le déclin. N'aurait pas le déclin. On n'arrive pas à trouver les solutions parce que finalement,
dans le narcissisme conventionnel de l'élite française actuelle, on vous propose toujours les plus grandes compétences, avec les plus belles compétences, même les meilleurs titres éducatifs. Le premier de la classe n'arriverait pas à sortir la France du déclin. Parce que on a cette approche qui consiste à voir dans la politique l'aspect scientifique, l'aspect technique de la chose. Mais il y a une différence entre savoir écrire une loi et savoir quelle loi écrire. Les compétences les plus importantes, ce ne sont pas celles qui s'apprennent à l'école. C'est pour ça que le premier de la classe n'arrive pas à sortir la France du déclin. Il y avait un prédécesseur qui disait que les plus grandes compétences, la compétence notamment pour présider un pays, ça ne s'apprend pas dans l'école. Ça s'apprend à l'école de la vie, par son expérience. C'est la rencontre d'une personne qui a une certaine expérience et d'un pays qui a un certain problème. Et c'est comme ça qu'on va résoudre le déclin. Les beaux discours avec l'éloquence, moi je m'embrouille dans mes phrases, et alors? Ça finalement, ça ne change rien. Je pense que les compétences les plus importantes qui comptent aujourd'hui, ce n'est pas celles qui s'apprennent dans les livres. La plus importante des compétences, à mon avis, c'est l'imagination. Avant, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ben maintenant, on n'a toujours pas de pétrole, mais on n'a plus d'idées, et en plus, on est fauché. Il faut l'imagination pour créer un projet de société. Concevoir une sortie, se dire, bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai passé plus d'1 an à créer un projet politique, le rêve français. Et le rêve français, ça consiste à devenir le leader mondial de la technologie. Ça va prendre quelques décennies à mettre en place. Moi, je suis là pour mettre en place le début. Ça va prendre au moins 30 à 40, peut-être 50 ans à mettre en place. Mais la technologie, ça se régénère tous les 50 ans. Là, on est au tout début de l'ère technologique. Moi, je fais encore partie de la génération qui a grandi sans les téléphones portables. On se donnait rendez-vous à Bellecour, et puis on y allait, et puis on voyait qui arrivait, qui n'arrivait pas. S'ils n'arrivaient pas, il fallait appeler à la maison. Et il vient de partir, ben, il faut encore une demi-heure. Il n'y avait pas de téléphone portable. Mais aujourd'hui, on en est à Internet, on va aller beaucoup plus loin, on va développer l'intelligence artificielle, on va développer plein de choses qui vont transformer le monde. Allez expliquer Internet aux gens du Moyen-Âge. Eh bien, on en est à peu près au même endroit. On est au tout début de l'ère technologique, et nous, on peut développer une économie qui sera entièrement tournée vers la technologie et vers la mondialisation. Et le rêve français, c'est devenir le leader mondial de la technologie. Moi, j'ai habité dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est parti de rien, c'est tout petit, ça fait à peu près la taille de l'Alsace. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien, la plupart des technologies que vous utilisez, beaucoup ont été conçues dans la Silicon Valley. Pas forcément produites là-bas, mais conçues là-bas. La technologie, ça va sortir la France du déclin. Voilà pourquoi. L'économie traditionnelle, basée sur l'industrie, basée sur les services, eh bien, c'est une économie où chaque fois qu'on augmente le chiffre d'affaires, chaque fois qu'on augmente la croissance, on augmente les coûts de manière proportionnelle. Par exemple, vous avez une entreprise qui vend 10 000 voitures. Si elle veut doubler son chiffre d'affaires, faire 100% de croissance, elle ne peut pas doubler son prix. Il faut doubler le nombre de voitures qu'elle va produire. Et en doublant le nombre de voitures qu'elle va produire, elle va doubler ses coûts. Il faut produire 2 fois plus de voitures, il faut 2 fois plus de matières premières, il faut ouvrir une autre usine, donc il faut doubler le coût en capital. Et à chaque fois qu'on fait de la croissance avec l'économie traditionnelle, on fait aussi la croissance des coûts. Et on est toujours tiré vers le bas. On n'arrive pas à se dégager du fardeau des coûts. La technologie, c'est complètement différent. Prenons une entreprise de technologie qui conçoit un logiciel. Elle conçoit le logiciel, et puis ensuite elle le met sur Internet, et le logiciel se vend par Internet, dans le monde entier. Supposons que cette entreprise ait à l'instant T 1000 utilisateurs, qui donc génèrent un certain chiffre d'affaires, et que par la conception de nouvelles fonctionnalités, la conception d'un plan de développement, d'un plan de marketing, elle arrive à doubler son nombre d'utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe avec ces coûts? Ben, ils n'ont quasiment pas augmenté. Ils n'ont quasiment pas augmenté parce que ce sont des serveurs informatiques qui font la production. Et c'est pour ça qu'avec la technologie, on peut créer une véritable fontaine de prospérité. On peut créer une fontaine de prospérité parce que justement, la croissance du revenu n'entraîne pas la croissance des coûts. Parce que justement, la technologie, ça peut se vendre dans le monde entier.
sans qu'il y ait besoin d'un énorme réseau de logistique. Et donc nous, si en France, on met en place les réformes qui vont nous permettre de devenir le leader mondial de la technologie, on va pouvoir générer une prospérité incroyable. Il y en a qui pensent qu'on va trouver la prospérité en allant taxer les ultra-riches. Vous pouvez regarder les vidéos sur les impôts, c'est pas du tout comme ça qu'on va faire. On ne va pas trouver la prospérité en allant lutter contre les GAFA. Nous, on va trouver la prospérité en allant créer nos GAFA. Et pour cela, je vous propose plusieurs réformes. Vous pouvez regarder toutes les vidéos et vous allez voir la cohérence du projet de société que je propose. D'abord, on va résoudre les boulets qui nous traînent vers le bas. La criminalité, l'insécurité, le trafic de drogue, le problème de l'immigration clandestine. On va résoudre tous ces problèmes. Vous pouvez regarder des vidéos sur la justice, sur la banlieue. Nous, on va mettre en place une autopolice, on va mettre en place la saturation policière, on va mettre en place une justice dissuasive. Et pour l'immigration clandestine, on va mettre en place une stratégie par le cantonnement. Et si on met en place toutes ces réformes, on aura résolu déjà tous ces problèmes sur lesquels se nourrissent les thèses de l'extrême droite. Ensuite, on va créer un projet économique qui consiste à désadministrer la France. Nous, on va lutter contre la suradministration. Nous, on va lutter contre le nouveau roi qui s'est créé. Le nouveau roi, ce n'est pas une personne physique, le nouveau roi, c'est une personne morale. Le nouveau roi, c'est une personne morale, insaisissable, invisible, mais partout. Le nouveau roi, c'est Jean-Pierre. Et vous pouvez regarder les vidéos sur la suradministration. Nous, on va lutter contre la suradministration. La suradministration de la France, c'est plusieurs choses. C'est d'un côté la suradministration du marché de l'emploi. Et nous, on va mettre en place l'emploi au bon vouloir des partis. Si on n'arrive pas à reconnaître que pour qu'un emploi se crée, que pour qu'un emploi existe, il faut que derrière, il y ait une justification économique. Si on n'arrive pas à reconnaître la nécessité impérative d'une justification économique, alors on va créer toutes sortes d'administrations et de réglementations, d'aides. Et ça ne marche pas du tout. Le chômage de masse persiste depuis plus de 30 ans et on n'y arrive pas à le résoudre. Et c'est certainement pas avec plus d'aides, plus d'administration qu'on va résoudre le problème. Nous, on va faire ce qui marche. On va désadministrer le marché de l'emploi et on va mettre en place l'emploi au bon vouloir des partis. Et ça marche. Il va falloir le reconnaître. La suradministration, c'est aussi la suradministration du financement de l'entrepreneuriat. Nous, on va désadministrer le financement de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Et nous, en France, on n'arrive pas à reconnaître ça. Alors du coup, pour aider les entrepreneurs, pour les soutenir, on va créer toutes sortes d'administrations, d'aides, des subventions, et ça ne marche pas du tout. Vous allez à l'autre bout du monde et vous demandez aux gens dans la rue, alors vous connaissez une start-up française? Mais laquelle pourrait-on citer? On est en train de prendre du retard sur les technologies, sur les start-up technologiques, parce que justement, le financement de l'entrepreneuriat est totalement inadapté. Il marche pour les 99% des entrepreneurs qui veulent faire des TPE, des PME, et c'est bon. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le financement de l'entrepreneuriat, il ne marche pas pour le 1 sur 10 000, le 1 sur 100 000, peut-être le 1 sur 1 million. On a certainement eu, ces 25 ou 30 dernières années, des entrepreneurs en France qui avaient un potentiel incroyable. Je pense qu'il y a dû y avoir un entrepreneur qui avait le potentiel pour faire une GAFA. Et il y avait certainement, et ça j'en suis certain, 2 ou 3 entrepreneurs qui avaient le potentiel pour créer une start-up technologique qui aujourd'hui réaliserait entre 20 et 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et bien le résultat, c'est qu'avec le financement de l'entrepreneuriat tel qu'il est, on n'a pas ces réussites, on n'a pas les GAFA et on n'a pas les très grandes entreprises de technologie. Et donc du coup, on n'a pas amorcé la fontaine de prospérité. Google, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Montrez-moi une start-up technologique française qui n'existait pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui ne fait que serait-ce que 5% de ce que fait Google. Avec le mode de financement de l'entrepreneuriat qu'on a, on n'a même pas pu créer une entreprise qui fait 5% du chiffre d'affaires de Google. Voilà le résultat. C'est la catastrophe. Alors on va désadministrer le financement de l'entrepreneuriat, vous pouvez voir la vidéo. Comment on va faire surtout pour faire en sorte qu'il y ait du financement de l'entrepreneuriat sans qu'il y ait d'administration qui soit en charge de cela. Et puis, troisième axe de suradministration, c'est le sureffectif dans la fonction publique. Un emploi sur 5 en France, c'est un emploi public. Il y en a 4 qui travaillent pour le privé, 1 qui travaille pour le public. Et donc, ça crée forcément de la suradministration avec un coût
conséquent pour le public. Et ce n'est pas un service public que d'avoir une administration pléthorique. Donc la suradministration, c'est la suradministration du marché de l'emploi, la suradministration du financement de l'entrepreneuriat, la suradministration de la fonction publique. Nous, on va supprimer tout ça, d'énormes économies d'argent public. Et vous pouvez regarder la vidéo sur la retraite. Nous, on va utiliser les économies d'argent public pour augmenter les pensions de retraite. Donc même si vous êtes déjà retraité et que vous n'êtes plus concerné par le marché de l'emploi, par le financement de l'entrepreneuriat, eh bien les réformes qu'on va mettre en place vont vous permettre d'avoir une retraite plus importante. Et on va aussi résoudre le problème des retraites en mettant en place un système de retraite par capitalisation. On va faire en sorte que la capitalisation commence dès l'enfance, dès la naissance. Les enfants vont commencer à capitaliser tout au long de la vie. On va capitaliser en France. Et on va mettre en place ces réformes. Et au final, ça nous permettra de devenir progressivement un pays de plus en plus tourné vers la technologie. On va modifier le système éducatif en mettant l'anglais dès le primaire et l'informatique comme matière principale dès le collège, pour que tout le monde en France commence sa carrière avec le niveau d'informaticien. Pas tout le monde sera informaticien, évidemment, mais ça permettra de faire en sorte que les meilleurs parmi nous soient exposés à l'informatique dès le plus jeune âge, pour qu'ils puissent justement développer d'énormes entreprises de technologie qui nous permettront de réaliser une fontaine de prospérité. Regardez les salaires en Californie, je les montre sur d'autres vidéos. Le salaire d'un policier, le salaire d'une infirmière, le salaire d'un médecin, le salaire d'un cheminot, le salaire d'un développeur dans la technologie, le salaire d'un cadre supérieur dans la technologie. Ces salaires, ils arrivent parce qu'on construit une fontaine de prospérité. Moi, je ne vous parle pas du ruissellement de la prospérité. Le ruissellement, ça ne marche pas. Parce qu'en amont du ruissellement, on fait de l'industrie, on fait des services. Et comme vous l'avez vu avec l'histoire des coûts, le ruissellement, ça ne marche pas parce que les entreprises d'industrie, les entreprises de services ne créent pas suffisamment de prospérité pour qu'il puisse y avoir une grande prospérité qui puisse se répandre. Ce qui crée de la prospérité à grande échelle, c'est la technologie. Ça marche. Donc, le projet de société que je propose, ça consiste à mettre des réformes en place qui vont nous permettre de réaliser cela. Mais ça, c'est qu'une partie de ce que je propose. Et ça ne sera même pas la partie suffisante. Ça sera une partie nécessaire, mais pas suffisante. Parce que le grand problème auquel on est confronté en France actuellement, c'est un problème culturel. C'est la culture française. On est tombé malade du narcissisme. Le narcissisme, ça se caractérise par un manque de respect. Et on n'arrive pas à reconnaître. On sait que notre système ne marche plus, mais on n'arrive pas à le reconnaître. Et on est là dans la rage en se disant « Mais si, ça marche, regardez !» Regardez quoi? Qu'est-ce qui marche bien en France? Chômage de masse, les comptes publics sont dans le rouge partout. Il y a plein de problèmes. Et on va aller se réconforter sur un ou quelque chose qui marche. Oui, on a la Sécu, mais dans le monde entier, la Sécu. On va aller se réconforter parce qu'il y a une entreprise de technologie qui a réussi à faire un truc qui fait quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, alors qu'à l'autre bout du monde, les grandes réussites, elles font tous plus de 10 milliards. Le narcissisme, c'est avoir plein de problèmes et trouver son réconfort dans un petit truc et puis pas voir les solutions parce qu'on n'arrive pas à reconnaître les solutions qui marchent. On n'arrive pas à reconnaître que ce qu'on pense parfois c'est des dogmes qui ne sont pas en relation avec la réalité. On a des dirigeants qui dirigent, donc ils imposent aux autres, parce que dans le narcissisme, il y a ce concept d'imposer aux autres. Ce n'est pas du tout ma vision du pouvoir. Ma vision du pouvoir, ce n'est pas de forcer les gens, c'est au contraire d'inspirer les gens, de permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent. À chaque réforme, le narcissisme fait qu'on retire de la liberté. Pas forcément la liberté de parole, même si parfois c'est le cas. Mais la liberté, par exemple, de dépenser son argent. On ne reconnaît pas que les investisseurs peuvent dépenser leur argent pour investir dans des startups. Donc on va prendre l'argent des investisseurs pour le mettre dans des administrations. On n'arrive pas à reconnaître les solutions, on n'arrive pas à reconnaître les talents des autres, on n'arrive pas à reconnaître la réussite individuelle. Et nous, on va réconcilier la France avec l'ambition, avec la réussite individuelle. Vous pouvez montrer cette image à votre entourage et vous remarquez leur réaction. Les gens qui n'ont pas de respect, ils n'arrivent pas à respecter la réussite individuelle. Ils voient quelqu'un qui veut faire quelque chose, ils savent que c'est bien parce qu'ils aimeraient bien le faire eux-mêmes,
Mais quand ils voient que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça déclenche la jalousie. Ils sont là, non, pas lui, ils veulent tout casser. C'est ça la rage narcissique. On n'arrive pas à reconnaître le talent des autres, la vertu des autres. Et du coup, on dit que l'ascenseur social est cassé en France, mais ce n'est pas une question institutionnelle. L'ascenseur social est cassé en France parce que quand quelqu'un veut se lancer pour réussir, on pense que c'est une force d'aller tout casser. Ah, ça n'arrive pas très souvent, c'est même pas très visible. C'est juste les fois où ça compte. Juste les fois où ça compte, il peut y avoir 2-3 personnes dans un bureau qui font une agression passive et ça casse tout. Et c'est entre autres pour ça qu'on n'a pas les grandes GAFA, les grandes entreprises. Il y a certainement dû y avoir des entrepreneurs qui avaient le talent et l'ambition de faire de très grandes réussites. Mais on n'a pas les très grandes réussites parce que la culture est tombée malade du narcissisme. Et je pense qu'un dirigeant, ça doit servir aussi à ça, à faire avancer la culture, à faire réfléchir. Vous regarderez la prochaine fois les politiques en France, ce qu'ils proposent à la télé. Des discours creux, il n'y a pas de nouvelles propositions. On parle du passé au lieu de débattre de l'avenir, c'est de la politique quand même. Et ils sont là en train de vous exposer leurs connaissances sur l'histoire, sur les chiffres. Vous comprenez, vous, la plus-value, l'intérêt de quelqu'un qui peut réciter des chiffres qui sont dans le domaine public, accessibles sur Internet en quelques clics. La politique en France, ça consiste à séduire. Parce que dans le narcissisme, on est attiré par cette superbe, on est attiré par la superbe, et puis après tout, 3-4 ans après, on se rend compte que finalement, c'était rien du tout. Le narcissisme, c'est voir dans la réussite de l'autre la folie. Les autres, ils réussissent, c'est parce que c'est des fous, et puis ceux qui échouent, ils échouent, mais ils sont très rationnels. C'est un peu ça le narcissisme. On a une classe de dirigeants qui est le reflet finalement de la société. Et donc je pense que pour sortir la France du déclin, il faut du neuf, du nouveau. On ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Et j'ai décidé de m'engager en politique. Parce que je vois qu'il y a plein de problèmes. Et j'ai mon expérience, je suis passé par la Silicon Valley, j'ai habité 15 ans aux États-Unis, j'ai grandi là-bas. Et je pense que pour sortir la France du déclin, il faut mettre dans la culture française un ingrédient fondamental, le respect. Le respect. Ça fait défaut actuellement. On parle parfois d'un grand remplacement. Le grand remplacement, c'est le remplacement des créatifs par les administratifs. On n'a pas le respect pour reconnaître les solutions, les vertus, mais pas non plus les problèmes. Il y a un vrai risque, c'est qu'en France, on sorte du déclin par le bas, que le déclin s'accélère. On a eu un exemple aux États-Unis d'un présentateur télé qui est arrivé, qui a nourri son capital politique sur des thèses d'immigration. Et bien en France, peut-être qu'il y a ce genre de dirigeant qui pourrait arriver au pouvoir. Enfin, nous, on le reconnaîtrait avant. Mais c'est un peu ça le danger, c'est qu'on a des problèmes, on risque d'aller s'enfoncer, ou alors on risque de continuer avec des dirigeants qui ont les plus grandes compétences pour piloter l'avion, mais l'avion fonce dans une montagne. Le problème, ce n'est pas les administrateurs pour autant. Dans mon gouvernement, il y aura tous les énarques et toutes les compétences techniques et administratives. Mais nous, on va remettre l'administration à une place d'intendance. L'administration est là pour assurer l'intendance de la République, c'est-à-dire la sécurité intérieure avec la police, la justice, la sécurité extérieure avec l'armée, la diplomatie, l'éducation, la santé, les infrastructures. Mais pour le reste, nous, on va utiliser le pouvoir du collectif, le renouveau du socialisme, pour aider les meilleurs parmi nous à réussir, pour enrayer le déclin français, en remettant plus de respect dans la société française. Et le respect, ça sert notamment dans le choix des dirigeants. Comment est-ce qu'on choisit les dirigeants en France actuellement? On cherche les compétences, les plus grandes compétences. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez comment on fait pour choisir quelqu'un, quand on recrute quelqu'un? Alors si c'est pour des compétences très techniques, par exemple un chirurgien, oui, là, il faut des compétences techniques. Mais diriger un État, ce n'est pas une compétence technique. Ce n'est pas technique. Il faut regarder, non pas ce que les gens ont fait forcément, mais ce qu'ils sont capables de faire. À quoi ça ressemblerait à grande échelle? Et se dire, tiens, c'est vrai, qu'est-ce que ça peut devenir? Qu'est-ce que ça peut devenir? Mettre plus de respect dans la culture française. Vous savez à quoi ça sert le respect? Ça sert dans les choix où ça compte le plus. Ça sert pour reconnaître le potentiel de l'autre. Je vais vous donner la phrase magique qui a construit la Silicon Valley et qui va nous permettre de reconstruire une France technologique.
la phrase magique qui permet à la prospérité d'émerger. La phrase magique, elle est toute simple. La phrase magique, c'est « Hey, I think what you're doing is pretty cool. Here's some money to make it work. » Je trouve que ce que tu fais, c'est chouette. Tiens, voilà un peu d'argent pour que ça marche. Mais faire en sorte que cette phrase soit prononcée, eh bien, ça va nécessiter de faire évoluer la culture pour qu'il y ait plus de respect. Et un dirigeant qui fait évoluer la culture pour qu'il y ait plus de respect, c'est ce qui va nous permettre de sortir du déclin. Il faut un projet de société et il faut pouvoir le mettre en place. Juger au résultat, à quoi peut-on juger le résultat d'un candidat? Eh bien, d'un côté, au projet de société qu'il propose, est-ce que vous arrivez à répéter le projet de société de celui-ci ou de celui-là? Est-ce que vous arrivez en une phrase à répéter son projet de société? Mon projet de société, c'est le rêve français. Alors oui, c'est la nuit. Mais c'est justement la nuit qu'on fait les rêves, les plus beaux rêves. De quoi rêvez-vous? De quoi rêve-t-on en France? Quel est notre projet de société? Quel projet de société vous propose-t-on? Eh bien, je vous propose le rêve français. Devenir le leader mondial de la technologie, c'est possible. Mais la nuit, on fait aussi des cauchemars. Et le cauchemar français, ce serait qu'à coup de dirigisme économique, par une intervention de l'État, à coup de subventions, on cherche à réindustrialiser la France pour que dans 50 ans, on se retrouve à devenir la Chine de la Chine, à travailler pour des salaires de misère. Ce serait ça, le cauchemar français. Le monde avance, et l'avenir, c'est la technologie, et le rêve français, ça consiste à devenir le leader mondial de la technologie. Et un projet de société, eh bien, c'est un résultat sur lequel on peut évaluer un candidat. Et la deuxième chose sur laquelle on peut évaluer un candidat, c'est sur sa capacité à propager le message, à diffuser son projet de société. Et actuellement, une majorité de gens en France ont perdu espoir en la politique. Alors faire diffuser un message, eh bien ça paraît simple, mais pour l'instant, une majorité de gens en France ont perdu espoir en la politique. Inspirer tout un peuple à se relever d'un déclin où pour l'instant, on n'a pas d'espoir devant. Remettre de l'optimisme dans la société française. Se dire, ouais, c'est possible, ça va marcher, on va s'en sortir. Alors, il y a plusieurs façons d'inspirer, et pas toutes se valent. Et il y en a qui inspirent à la rage, à vouloir tout casser. Ça, c'est un grand danger. D'autres inspirent en suscitant l'admiration par la superbe. Et puis, 3-4 coups plus tard, on se rend compte que finalement, ça n'a rien donné. La superbe, ça éblouit, ça brille. Ça cherche finalement à vous dérober de votre discernement. Moi, au contraire, je cherche à susciter la réflexion. La réflexion. Notre culture est tombée malade du narcissisme. Et dans le narcissisme, il y a un cycle d'attachement. Un cycle d'attachement qui consiste à passer d'une première étape, l'idéalisation, puis la dévaluation, puis le rejet. Et les politiques cherchent souvent à vous attirer par la superbe. Alors nous, on va renverser ce cycle d'attachement narcissique. L'inverse, c'est le mépris, suivi d'une réflexion, et pour finir vers une réévaluation. En se disant, tiens, ouais, ce gars, ouais, mais c'est pas bête ce qu'il dit. Ah ouais, tiens, finalement, c'est pas bête ce qu'il dit. Mépris, réflexion, réévaluation. Et peut-être qu'au début, certains vont rigoler. C'est normal. D'autres vont réfléchir, d'autres vont se dire, mais dis donc, ça fait combien de temps qu'on n'a pas un projet de société en France? Et puis finalement, à la fin, je pense que beaucoup de monde va se dire, c'est vrai, on
peut s'en sortir. On peut s'en sortir. En suscitant la réflexion. Nous, on va mettre plus de respect dans la culture. Mon parcours fait que j'ai vécu en Californie. Et la Californie, c'est pas parfait. Il y a des problèmes. Et il y en a qui diront qu'on va essayer de transposer le modèle californien en France, c'est pas du tout ça. Nous, on va importer de la Californie l'ingrédient essentiel, le respect, la capacité à reconnaître. Nous, on est un peuple d'humanistes. Nous, on a créé un modèle social qui permet à tous de pouvoir se protéger des difficultés de la vie. Et ça, on ne l'a pas en Californie. Nous, on l'a en France. Et on va le préserver. C'est un trésor national d'avoir construit une société où finalement, même quand on a des difficultés graves dans la vie, eh bien, on peut compter sur la solidarité nationale. Aujourd'hui, le modèle fait que les dépenses en prestations sociales, c'est plus de 700 milliards d'euros. Nous, on a créé toutes les dépenses. Maintenant, il n'y a plus qu'à créer le revenu. Avec le rêve français. Et le rêve français, devenir le leader mondial de la technologie, ce sera possible en mettant plus de respect dans la culture. Et je pense que le rôle d'un dirigeant, c'est justement de faire évoluer la culture. Et je vous le dis, si vous voulez le changement, il faut que vous changiez. Oui, il y a beaucoup de blocages en France. Oui, il y a beaucoup de difficultés à réformer. Mais vous savez, les plus grands barrages cèdent avec un tout petit trou. Ce qui compte, ce n'est pas la taille, ce qui compte, c'est l'impact. Et nous, on va déclencher une épidémie de respect en France. On va déclencher une épidémie de respect parce que si vous voulez le changement, il faut que vous changiez. Et le grand changement qu'il faut mettre en place en France, c'est plus de respect dans notre culture. C'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup.